L'hiver peut être particulièrement pénible pour les enfants de familles démunies. Un organisme basé dans Hochelaga-Maisonneuve leur vient en aide. On en parle cette semaine au Bulletin. Nous vous présentons l'opération Sous-Zéro, pilotée par le Centre communautaire Hochelaga en compagnie de son directeur général. Aussi à l'émission, quelles sont les options qui s'offrent au gouvernement Trudeau pour la réforme du mode de scrutin? Le journaliste François Joly nous en dresse le portrait. Et on vous propose des activités à faire durant la relâche scolaire dans le réseau des parcs nature. Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. On débute cette émission en vous parlant de l'opération Sous-Zéro qui a permis cette année à près de 3000 enfants de recevoir des vêtements neufs de qualité pour bien être protégés du froid cet hiver. Et pour nous parler de cette belle initiative et de façon plus générale des enfants vivant dans une situation de précarité, nous accueillons Roland Barbier. Il est directeur général du Centre communautaire Hochelaga. Monsieur Barbier, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue au Bulletin. Merci. Racontez-nous dans un premier temps d'où est venue l'idée de créer l'opération Sous-Zéro. L'idée est venue de Mme Marie Saint-Pierre, la designer bien connue de vêtements. Et son atelier était à ce moment-là dans Pointe-Saint-Charles. Et elle voyait, quand elle arrivait à son atelier, elle voyait des enfants qui étaient à moitié habillés pour se rendre à l'école. Et elle a eu l'idée de dire, mais écoute, on va faire une levée de fonds. On va essayer de voir comment on peut habiller ces enfants-là avec des vêtements neufs de qualité. Ça, c'était en 2004. D'accord. Et depuis, vous avez aidé combien d'enfants depuis plus de 10 ans? Le calcul environ, là, plus ou moins, on parle de 10 775 enfants qu'on a habillés depuis 2004, la 12e année cette année. D'accord. Qui sont, pour la plupart, principalement dans le Grand Montréal, mais vous aidez aussi certaines écoles dans la région de Québec. Oui, il y a 3 écoles. On passe par les Patros à Québec, qui sont nos partenaires dans ce dossier-là. Et pour vous expliquer un petit peu, nous, on communique avec les directions d'école. On lui dit, mais écoutez, nous, on a des habits de neige à vous offrir pour les enfants de chez vous, de votre école. C'est l'équipe école. Ce sont les directions, ce sont les responsables des services de garde qui se mettent ensemble, qui décident quels enfants qu'ils ont besoin dans leur secteur et nous envoient le nom des enfants. Et eux autres, il faut qu'ils fassent une belle recherche auprès des parents, demander la permission si on peut leur en offrir. Aussi, demander aux parents d'avoir les bonnes grandeurs, parce qu'on n'est pas un magasin, donc on veut empêcher le plus possible des échanges parce que les grandeurs ne font pas. Mais il y a une très belle complicité, un très beau partenariat. Et vous savez, comme cette année, on est présentement, là, on a livré dans 122 points de service, des CPE, des écoles primaires, quelques organismes, comme je vous parlais, là, pour les Patros à Québec. On est dans la région vraiment du Grand Montréal, Laval, Rive-Nord, Rive-Sud, on va même jusqu'à Châteauguay. Et ce sont les enfants, donc il y a des gens, des jeunes, des bambins du CPE, donc qui sont aidés, des gens du primaire aussi, des élèves du primaire. Est-ce que vous aidez aussi les gens de plus de 12 ans au secondaire? Ça et depuis le début de ce projet-là, ça a évolué. Il y a eu des demandes spécifiques. Par exemple, il y a quelques années, il y a une direction d'école qui m'a appelé, puis elle m'a dit, écoute, moi j'ai 2 enfants ici, mais il y a 3 enfants dans la famille, puis il y a 3 ans, il est encore à la maison, il est pas allé. On peut-tu le mettre sur notre liste? Ben oui. Ou des fois, c'est le contraire. On a 2 enfants ici, mais il y en a une grande qui est au secondaire 1, elle a 14 ans, elle a 15 ans. Est-ce qu'on peut la mettre sur la liste? Oui, c'est eux qui décident des gens qui veulent aider, des enfants qui veulent aider, puis nous, on répond à leurs demandes. La particularité aussi, c'est que ce sont des vêtements de qualité, des vêtements neufs qui sont offerts. Oui, c'est bien ça. Donc, c'est pas de l'usager, c'est pas du recyclé. D'où viennent ces vêtements? Des vêtements, au tout début du projet, on se faisait, on était 200, 300 habits de neige qui nous étaient donnés. Mais aujourd'hui, c'est encore ce même montant-là, sauf que cette année, on a donné 2825, donc il faut en acheter 2500, évidemment. Plus qu'on a du succès, plus qu'il faut en acheter. Mais il y a des organismes, des entreprises du Québec qui nous offrent année après année des vêtements flambant neufs. Même cette année, il y a une dame qui m'a appelé, elle dit, moi, j'ai acheté 2 beaux habits de neige l'an passé pour mes petits-fils. Je peux-tu vous les envoyer? Je dis, non, madame, on peut pas. C'est des habits neufs. Mais on peut les recevoir puis les vendre $1 à notre bazar. Puis madame a dit, moi, je suis insulté, là, vous dites. Puis finalement, mais non, c'est des habits neufs, parce que on parle, vous savez, on rejoint des habits neufs quand on parle d'habits de neige, premièrement, il faut qu'il y ait chaud, pour qu'il y ait joué dehors, donc toutes les activités de saine habitude de vie qu'il faut qu'ils prennent ces enfants-là, mais aussi
déjà, quand ils reçoivent leur habit de neige, l'estime, la confiance en soi, déjà, là, ça, c'est des choses qui me sont rapportées. Et la possibilité d'avoir aussi quelque chose qui est neuf, parce que souvent, malheureusement, et on les comprend dans des situations de précarité, bien, on va recycler, on va acheter de l'usager, tout ça. Oui. Donc, c'est important, ça aussi. Avec quelle entreprise vous faites affaire pour ça? Est-ce que vous avez des partenaires, des fabricants de vêtements qui vous aident, qui vous donnent un coup de main? Les fabricants, on peut en nommer quelques-uns. Il y a 2x2, il y a Perlin-Pimpin, il y a North Face qui nous donne, il y a Sport Expert qui nous donne, qui nous font des bons prix ou qui nous donnent. Il y a aussi Gosti. Je vois souvent, moi, sur l'arrière des autobus à Montréal, les vêtements Gosti. C'est ces vêtements-là qu'on donne, puis des North Face aussi. Donc, les enfants sont très, très, très heureux. Une petite anecdote, des fois, nous, on commence à distribuer dans les écoles autour du 15 octobre. Et 15 octobre, des fois, il fait chaud encore, là. Vous savez, avant l'Halloween, les enfants... Comme cette année où ça a été doux un bon bout de temps. Un bout de temps. Les enfants portent maintenant déjà leurs vêtements, puis là, ils vont à la récréation ou l'heure du dîner, ils ont chaud, ils jouent dehors, puis là, on dit, ben non, on va mettre ton manteau. Non, moi, je fais attention, puis c'est mon manteau, puis je veux le porter. Ils le portent immédiatement. C'est vraiment plaisant de recevoir ces anecdotes-là. Oui, tout à fait. Et vous êtes sur le terrain depuis quand même plusieurs années avec cette opération-là. Oui. Qu'est-ce que vous avez constaté comme évolution de la situation des enfants vivant dans la précarité? Est-ce que la situation s'améliore? Est-ce que ça s'aggrave? Est-ce qu'il y a de plus en plus de clientèle à qui, malheureusement, vous devez offrir vos services? Pour faire ça très, très court, je peux vous dire que les gens qui en ont besoin, ils en ont de plus en plus besoin que si on recule de 20 ans. Aussi, les gens qu'on rejoint, ce ne sont pas nécessairement les gens qui sont à l'aide sociale, puis qui ont 3 enfants et qui sont monoparentales. Pas du tout. Des fois, le portrait, c'est des parents, sont 2, ils travaillent, mais qui ont 3 puis 4 enfants. Puis quand nous, on leur offre, par l'entremise, le partenariat des écoles, on leur offre 4 habits de neige. Écoutez, on a des fois ces gens-là qu'on aide, ça leur donne un bon coup de main. C'est 150, 200 $ que ça vaut un habit de neige avec tous les équipements. Donc, ça vient leur donner vraiment un bon coup de main pour passer Noël, passer l'hiver. Mais il faut se rappeler aussi le bien-être que ça peut apporter à chacun des enfants, ça, c'est inconcevable. La précarité et la pauvreté n'est plus, peut-être comme c'était à une certaine époque, le monopole de gens qui ne travaillaient pas. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent, mais qui ne sont pas capables d'arriver et de joindre les deux bouts. Absolument. C'est des gens qui se lèvent le matin, qui vont travailler, qui sont fiers de leur enfant. Tantôt, on parlait un petit peu du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Nous, dans notre secteur, vous savez, si on parle de pauvreté, sur la rue Adam, chez nous, les gens qu'on aide, il n'y a pas une école, pas 2, il y a 3 écoles qui ont fermé à cause des moisissures. Ils ont un lien. Le lien, c'est le centre. Comment expliquer plus que ces gens-là ont besoin d'aide? Ils n'ont même plus d'école. Il faut qu'ils soient transportés à l'extérieur. On ne peut pas imaginer qu'une situation de même pouvait se produire, puis ça s'est produit dans Hochelaga, dans le secteur où on est. Donc, il faut répondre vraiment à ces besoins-là, des besoins vraiment spécifiques. Puis l'habit de neige, neuf, de belle qualité, là, on les voit, nous, les enfants qui se promènent, là. Je veux dire, ils sont heureux, ils sont contents. Puis on dit, « Hey, on va jouer dehors. » Moi, j'étais un petit peu âgé, puis dans mon temps, moi, j'étais un garçon très, très docile. Mais ma maman, quand j'étais tannant, ça n'arrivait pas souvent, elle me disait, « Si tu n'écoutes pas, tu vas rentrer dans la maison. » Aujourd'hui, on lui dit, si tu n'écoutes pas, tu vas aller jouer dehors. Bien, ils vont jouer dehors, puis ils vont jouer dehors avec des belles habits. Voilà, donc au moins, ils sont en mesure d'aller jouer à l'extérieur, faire de l'exercice, profiter du grand air. Avant de vous laisser, j'aimerais que vous nous parliez du centre communautaire Hochelaga, parce que vous ne faites pas que l'opération sous zéro, vous offrez toutes sortes de services dans Hochelaga-Maisonneuve. Oui, nous, on fait des activités. Notre premier mandat, notre première mission, c'est de faire du loisir avec les jeunes. On est l'organisme qui est dans 5 écoles primaires, une école secondaire. On les suit. Aussi, les jeunes, ils peuvent venir chez nous pour faire des activités chez nous, dans nos installations. Puis une particularité, nous, on va les chercher à l'école, on les amène au centre, ils font leur activité, puis à 5h30 le soir, il fait déjà noir depuis longtemps, on va les remener, chacun à leur domicile. Donc, les parents, ils disent, hey, ils sont en sécurité, il y a toujours un accompagnateur, on appelle ça une navette ou un sentinelle. Donc, les jeunes sont en sécurité.
Donc voilà, si on veut en apprendre plus sur le centre communautaire Hochelaga et aussi sur l'opération sous zéro, vous avez un site Internet, n'est-ce pas? On a un site Internet, mais si vraiment les gens veulent en apprendre plus, je les invite chez nous, qui viennent me voir. Je vais leur faire le tour de la bâtisse, puis il y a beaucoup de gens qui viennent, qui acceptent mon invitation, puis qui viennent me voir, puis les gens sont ravis. Vous êtes situé à quel endroit dans Hochelaga? Au 1884 de la rue Saint-Germain, à l'angle de la rue Ontario, tout juste adjacent à une grosse église. Donc, c'est facile à reconnaître. Puis, il y a toujours aussi le site Internet. Le site Internet, quelle est l'adresse? C'est www.cchochelaga.org. Voilà. Donc, Roland Barbier, directeur général du Centre communautaire Hochelaga, merci d'avoir été là. C'est bien gentil de m'avoir invité, monsieur. Selon les chiffres compilés par Campagne 2000 en 2014, plus de 1,3 million d'enfants, soit 1 sur 5, vivent en situation de pauvreté au pays. La situation est pire chez les Premières Nations alors que 4 enfants autochtones sur 10 vivent dans une famille à faible revenu. 4 enfants pauvres sur 10 vivent dans une famille où les parents travaillent à temps plein toute l'année et plus de 310 000 enfants au Canada ont recours chaque mois aux banques alimentaires. Plus tard à l'émission, nous recevons 2 des créateurs d'un livre jeunesse fort original dont l'action se déroule dans l'arrondissement Verdun. Et à notre segment Coup de chapeau, nous accueillons une mère de famille qui a fondé un organisme pour venir en aide à la famille et aux proches d'enfants disparus. On se souvient, une des promesses du premier ministre Trudeau durant la dernière campagne électorale était de réformer le mode de scrutin au niveau fédéral. Alors, pour notre dossier actualité de la semaine, nous allons nous attarder au mode de scrutin alternatif qui pourrait être mis en place. Et on fera cela avec le journaliste indépendant François Joly. François, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Ça fait plaisir. Alors, quelle réforme on pourrait mettre en place pour notre mode de scrutin au Canada? Bien, il y en aurait plusieurs et je ne ferai pas la liste complète là, des modes de scrutin qui existent dans le monde, parce que je pense qu'on pourrait passer une émission complète juste à en faire la liste, mais on peut noter des grandes familles. Il y a d'abord le système majoritaire avec lequel on est familier ici, c'est celui qu'on utilise, donc un nombre de circonscriptions et celui qui a le plus de votes, bon, l'emporte, indépendamment du fait qu'il ait la majorité absolue ou non. Mais là-dessus, il y a peut-être une variante qui pourrait nous intéresser parce qu'elle pourrait être mise en place ici. C'est une des choses qui se discute, c'est celle du vote préférentiel. Alors, au lieu d'avoir un seul X à faire sur votre bulletin de vote, vous notez l'ordre de préférence des candidats là, que vous souhaitez, donc de 1 à 5 par exemple. Donc, vous mettez celui que vous voudriez le plus voir gagner en numéro 1 et le moins en numéro 5. Et donc, ça serait pas un changement, disons, radical, ça modifierait pas, on pourrait tout simplement implanter ce modèle-là et ça n'aurait pas de changement radical sur le système politique canadien, mais ça obligerait peut-être les partis à revoir, là, à peut-être aller chercher davantage à convaincre les partisans des partis adverses. Mais concrètement, comment ça fonctionnerait? C'est-à-dire, si on met, admettons, il y a 3 candidats, le candidat 1, 2 et 3, le candidat pour lequel j'ai voté comme premier candidat n'est pas élu, donc on met mon vote de côté et on passe à mon deuxième choix. Comment ça fonctionne? C'est qu'on va regarder le premier tour, on va compter les premiers choix et on regarde s'il y en a un qui obtient 50% des voix. Si ce n'est pas le cas, on élimine le dernier et on regarde c'est quoi le deuxième choix des gens qui ont voté pour ce dernier candidat-là et on va les ajouter au total des autres candidats et on va répéter cette mécanique-là jusqu'à ce que quelqu'un, avec la somme des premiers, deuxième, troisième choix, selon les cas, obtienne 50%. Un peu ce qui se fait, dans le fond, lors de campagnes à la chefferie pour les différentes formations politiques. Souvent, oui, exactement. Je pense que le PQ ça fonctionne un peu de cette façon-là, ou sinon, dans le temps, ça a changé maintenant, mais les libéraux faisaient des congrès où c'était pas exactement comme ça, mais la dynamique était un peu la même. Donc, il y a ce système-là et il y a aussi le proportionnel. Oui, je m'attarderai pas trop longtemps là-dessus. C'est le système le plus répandu dans le monde, donc assez simple, nombre de députés proportionnel au nombre de voix totales obtenues. Mais par contre, ce serait pas nécessairement applicable très facilement ici parce que, bon, il y a des différences régionales, bon, la dualité Québec, Canada anglais qui ferait que beaucoup de gens, je pense, sont encore très attachés là, à la représentation régionale au Parlement. Et ça peut amener une certaine forme d'instabilité comme ce qu'on voit dans certains pays qui ont des proportionnels peu. On pense à Israël, entre autres. Oui, exactement. Donc voilà, ça favorise parfois les extrêmes là, selon la configuration des partis. D'accord. Il y a aussi des modèles qui sont mixtes, qui sont un peu un mélange de tout ça. Oui, exactement. Alors, donc, une partie des députés, il y a comme 2 classes de députés. Une partie élue comme chez nous, de façon régionale, et une partie seule, de façon proportionnelle. Donc, parfois, il y a simplement comme 2 scrutins vraiment simultanés, parallèles. C'est par exemple le cas au Japon. Et il y a ce qu'on appelle le modèle
de la professionnelle compensatoire, exactement. Voilà, qui était prôné beaucoup à l'époque par Jean-Pierre Charbonneau, à l'époque où il était président de l'Assemblée nationale. C'est le modèle allemand. Donc, on prend d'abord cette représentation régionale, donc on regarde le nombre de députés que chaque parti obtient, et on en ajoute de façon à ce que le total des députés par parti soit proportionnel, corresponde au nombre de voix obtenues au scrutin général dans l'ensemble des voix exprimées. Grosso modo, si on oublie certains petits détails, c'est depuis 1792, depuis l'implantation du parlementarisme britannique au Québec, qu'on a un système qui est le même. Un changement du mode de scrutin, ça risque d'être une révolution importante. Là. Oui, exactement. C'est assez difficile à prévoir. Il y a toutes sortes de choses qui vont changer si on modifie le mode de scrutin, le fonctionnement des partis, la logique des électeurs, le comportement des électeurs pourrait changer, comme les logiques de vote stratégique ne seront pas les mêmes. Donc, quand les grands médias nous mettent là, des prévisions où ils appliquent les résultats de la dernière élection, puis ils disent, si on avait proportionnellement, les libéraux auraient 40% des voix et tout ça. C'est un petit peu fallacieux comme argument parce qu'il y a toutes sortes de choses qui vont changer. La première, c'est le nombre de partis politiques. Il va y avoir beaucoup plus, logiquement, là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus de partis politiques qui émergent des petits partis parce que qui ont des intérêts bien c'est ça, précis. on aurait dans un système proportionnel, il y a davantage de gouvernements de coalition, donc vous n'êtes pas obligé de voter pour le parti qui gagne, vous avez simplement besoin de voter pour un parti qui est présent à la Chambre et qui peut obtenir assez de partis pour faire partie d'une coalition, assez de députés pour faire partie d'une coalition. Donc, il pourrait y avoir exactement, donc au lieu d'en avoir 2 ou 3, d'en avoir 4, 5, 6, 7, 8. Je pense qu'en Belgique, il y a 10 partis au moins qui sont représentés là, voilà. Et au ça Parlement. amène à ce moment-là le gouvernement à devoir faire des compromis pour accommoder chacun de ces petits partis-là pour ne pas perdre sa majorité parlementaire. Exactement. Et ça a même un impact sur la mentalité des gens. Il y a une étude en sciences politiques qui est répétée à toutes les années qui s'appelle le World Value Survey où on pose diverses questions à des électeurs partout dans le monde. Et quand on leur demande de se positionner eux-mêmes sur l'axe gauche-droite, donc sur une échelle de 1 à 10, on se rend compte que dans les pays où il y a un scrutin majoritaire comme le Canada, la Grande-Bretagne, les gens ont beaucoup plus tendance à être sur la ligne du milieu, à indiquer donc qui ont vraiment une position centriste. Et ça reflète un petit peu la façon dont le système fonctionne. Il faut être au centre pour gagner l'électeur médian, avoir le plus de chances de gagner l'élection. Alors que dans des pays où il y a une représentation proportionnelle, on a davantage un champ politique éclaté. Là, par exemple, en Israël. Plus large, ou des gens qui se reconnaissent plus dans certaines formations politiques qui sont dans les extrêmes. Justement, c'est-à-dire que c'est pas simplement les gens vont renier un peu leurs idéaux puis voter pour le parti centriste parce qu'ils veulent pas perdre. C'est même la façon dont ils se perçoivent eux-mêmes pourrait changer. Ce n'est pas la première fois qu'une formation politique est élue en ayant dans son programme une promesse de réforme du mode de scrutin. On l'a vu par le passé avec plusieurs autres formations politiques. Est-ce que ça a des chances de se produire ou le gouvernement Trudeau va reculer? C'est une bonne question parce que, par exemple, le Parti québécois, si je me rappelle bien, avait ça dans sa plateforme pendant de nombreuses années. Ils ont été au gouvernement pendant presque 18 ans et ça a jamais débouché sur une réforme. Alors là, il y a une chose que j'aimerais amener là-dedans qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a 2 raisons pour lesquelles on change un système politique. Il y a la pression populaire, donc des manifestations, ou il y a l'intérêt partisan des partis. Alors, par exemple, pour le suffrage universel, le mouvement ouvrier a été très important pour amener le suffrage universel. Pour le vote des femmes, un petit peu, mais aussi il y a eu des intérêts partisans. Certains partis pensaient que les femmes avaient davantage de chances et au niveau fédéral, c'était grosso modo dans la période de la Première Guerre mondiale. Exactement, aussi. Il y avait la dynamique des femmes au travail. Bon, sans diminuer l'importance du mouvement des suffragettes, c'était pas le seul facteur qui jouait. Et un autre exemple de ça, si on se rapproche des changements de structure, c'est que au début du siècle, ces mêmes mouvements ouvriers-là qui poussaient dans le dos des conservateurs, des libéraux, mais on avait peur qu'ils deviennent dominants et qu'ils puissent gagner des élections avec 39-40% des voix.
C'est pour ça qu'en Europe, beaucoup de pays ont adopté des scrutins majoritaires pour empêcher que ça se produise. Et je ferai l'analogie, je dirais que c'est un petit peu la même logique dans laquelle peut-être se sont retrouvés certains libéraux depuis 2006, c'est-à-dire qu'ils voyaient les conservateurs de façon régulière gagner des élections avec une minorité, une pluralité, comme on dit, de votes sans avoir une majorité absolue. Et la dernière fois, une majorité de sièges avec 39% des voix, ils se sont dit, ouais, on se fait un peu marginaliser. Donc, selon vous, une des hypothèses qui justifierait pourquoi le gouvernement Trudeau ou le Parti libéral a inclus ça dans sa plateforme, c'est qu'il y aurait un avantage partisan de leur côté. Oui, exactement. Ça pourrait dépendamment du système qu'on adopte, ça pourrait les avantager. Et là, ça va dépendre de la vision qu'ils ont. Est-ce qu'ils vont se dire, bon, l'élection qu'on vient de vivre, c'était comme un accident dans une tendance à long terme qui est de diminution des appuis du Parti libéral du Canada, ou si au contraire la période après le scandale des commandites, c'était comme une exception, puis on va revenir aux belles années où les libéraux gagnaient à chaque fois. Et en terminant, est-ce qu'on va avoir droit à un référendum? Est-ce que d'une part c'est nécessaire juridiquement d'avoir un référendum pour changer le mode de scrutin? Est-ce que ça peut se faire sans que ça passe par une consultation populaire? C'est quand même une question dure à répondre. Les libéraux se sont pas prononcés là-dessus. On entend des signaux qui diraient qu'il pourrait ne pas y avoir de référendum. Et il y a une raison derrière ça, c'est que ces référendums-là ont tendance à perdre. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs tentatives. Les deux au Canada, les deux derniers au Canada ont été exactement. perdus. Il y en a eu deux en Colombie-Britannique. Bon, un premier où on s'était fixé un seuil de 60%, on a eu 57, donc on l'a pas atteint. Puis on a refait un autre vote ensuite, on a seulement eu 40%. Donc c'est vraiment dur à dire, mais il y a un peu une contradiction. On va dire, on fera pas voter les gens sur la façon dont ils vont voter. Alors bon, il y a toute une discussion à y avoir là-dessus. On suivra ça. Il reste encore plus de 3 ans avant la prochaine élection. Oui, mais ça va venir vite. Ça vient vite et surtout s'il y a un changement de mode de scrutin comme celui-là, c'est une grosse machine Élections Canada. Ça va prendre un certain temps à bouger. Pour les gens comme nous, ça va être fascinant. Oui, ça serait en effet fascinant. François Joly, merci d'avoir été là. C'est toujours un plaisir. À bientôt. Restez avec nous, on se revoit tout de suite après la pause. On parle des activités à faire durant la relâche scolaire dans le réseau des parcs nature de l'île de Montréal. À tout de suite. Les services de maquillage sont une gracieuseté de Family Prix. De retour au bulletin. La relâche scolaire est souvent un casse-tête pour les parents. Que faire comme activité avec nos enfants? Alors, durant la semaine de relâche, 6 parcs nature de l'île de Montréal proposeront une panoplie d'activités pour les jeunes et les moins jeunes. Et pour nous présenter ces activités, nous recevons l'agente de développement au service des grands parcs de la ville de Montréal, Josée Tremblay. Madame Tremblay, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de nous recevoir. Bien, ça nous fait plaisir. Alors, avant de parler des différentes activités offertes dans les parcs nature pour la semaine de relâche, qu'est-ce que c'est un parc nature? Un parc nature, on en a 9 à la ville de Montréal. On en a 5 qui sont aménagés avec des lieux d'accueil et on fait des aménagements de sentiers. C'est principalement des milieux naturels qui a comme mission première de faire la préservation des milieux naturels et aussi l'interprétation de ces milieux naturels, la faune, la flore, et aussi de faire la promotion des activités en plein air et de s'associer avec des partenaires pour offrir cette offre d'activités-là. Donc, ce sont des lieux de conservation de la faune et de conservation et de mise en valeur, donc de la faune, de la flore. Oui, et de mise en valeur, tout à fait. Donc voilà, des milieux qui n'ont pas nécessairement bougé depuis les premiers colons, dans le fond. Oui, c'est ça. Donc, on veut préserver cette richesse-là et on a la chance d'en avoir plusieurs sur l'île de Montréal. Donc, on met de l'avant ces beaux parcs-là. Et certains de ces parcs-là, comme vous mentionniez, sont des lieux aussi où on peut faire des activités. Oui. Entre autres, des activités de plein air principalement. Donc, on va en venir justement à la programmation pour la semaine de relâche. Il y a entre autres des activités qui ont lieu au Parc nature du Bois de Liesse, n'est-ce pas? Oui, le Parc nature du Bois de Liesse. Qui est situé à quel endroit? Situé au coin de l'autoroute 13 et de Gouin-Ouest, donc un peu dans l'ouest de l'île. Donc, près de Cartierville, c'est ça? Quartier-Ville, mais c'est aussi à l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough, l'arrondissement Saint-Laurent, puis une partie où on touche aussi à Dollard-des-Ormeaux. OK. Donc c'est un chevauche. parc qui s'étale beaucoup. Oui. On a, dans le cadre de la semaine de relâche, différentes activités. On a notre partenaire, GEP, le groupe uni des éducateurs naturalistes professionnels en environnement, qui nous offre pendant cette semaine de relâche-là un camp de jour pour les enfants de 6-12 ans
évidemment centré sur l'interprétation de la faune et de la flore, mais aussi avec des activités de plein air. On peut faire de la raquette, du ski de fond, de la glissade et aussi des jeux interactifs. Donc, c'est un camp de jour offert du lundi au vendredi lors de la semaine de relâche qui commence le 29 février. Est-ce qu'il reste encore des places pour des parents qui aimeraient envoyer leur enfant Oui, là? Il resterait encore des places. Ça peut être une semaine complète, mais c'est aussi à la journée. Pour les parents qui veulent juste envoyer une journée ou 2 ou 3, là, donc il y a possibilité d'avoir cette option-là aussi avec notre partenaire. Dans le cadre de la semaine de relâche, on va retrouver aussi plus les fins de semaine qui encadrent les 2 semaines. Donc, la fin de semaine du 27 février au Parc nature du Bois-de-Liesse, on va retrouver un après-midi qui s'appelle les après-midi colorés. Donc, on va retrouver des blocs de neige où les enfants et les parents et tout le monde peuvent sculpter la neige et colorer et en faire une coloration également. Et aussi, en parallèle, on va pouvoir faire un feu de camp avec guimauve. Donc, ça, c'est dans le cadre de notre après-midi coloré. Après-midi coloré qui a lieu aussi, si je ne m'abuse, au Parc nature du Bois de l'Île Bizarre. Oui, au Parc nature du Bois de l'Île Bizarre, qui est présenté le samedi suivant, donc le 5 mars. On a le même type d'activité qui se présente tout près du chalet d'accueil du Parc nature du Bois de l'Île Bizarre, qui lui est situé un peu plus dans l'ouest, mais quand même dans l'arrondissement Île Bizarre, mais pas tellement loin du Bois de Liesse également, dans le même secteur. Sainte-Geneviève, Île Bizarre. Oui. Il y a une autre activité qui est proposée aussi au Parc du Bois de Liesse qui s'intitule « Sur la piste du lapin ». Oui, c'est notre promenade sous les étoiles du 27 février. Donc, une promenade sous les étoiles, c'est que de 7h à 9h, on permet à des gens de venir dans le parc faire une randonnée, soit guidée avec notre partenaire GEP, ou une randonnée autonome en ski de fond, en raquette ou à la marche. Donc, c'est une activité, celle-ci, elle est payante, parce que la majorité de nos activités ne le sont pas, mais celle-ci, elle est payante, mais à moindre coût pour les familles. Et là, on fait un prêt de lampe frontale. On va illuminer les sentiers, certains sentiers qu'on a ciblés pour que les gens veulent faire une balade autonome dans le parc. On va aussi offrir feu de camp, guimauve, biscuits, chocolat chaud à la fin de la randonnée pour réchauffer, oui, tout le monde. Puis notre partenaire, effectivement, GAG, va présenter une interprétation du lapin. On en retrouve quand même différents types d'animaux dans notre parc nature. Et le lapin est un animal qu'on va retrouver un petit peu plus, effectivement. Et puis, donc, c'est essayer de... C'est pas garanti qu'on va en voir. C'est quand même des animaux sauvages, donc qui vont se cacher. Mais avec la naturaliste de GAG, c'est essayer de trouver les indices qui vont nous permettre de détecter la présence d'un lapin. Et de savoir aussi comment ces petites bêtes-là vivent durant l'hiver. Tout à fait. On s'adapte à l'hiver pour bien survivre et au niveau de son habitat et au niveau de sa nourriture. Il y a plusieurs autres activités aussi qui sont offertes dans les parcs nature de l'île de Montréal. Quels sont vos coups de cœur ou des choses qu'on doit surveiller? Et les choses qu'on peut surveiller, c'est on a d'autres promenades sur les étoiles. Soit le 26 février, le 27 février, et le 5 mars, il faut surveiller, on peut aller voir sur le site Internet, mais il y a différentes options avec des thématiques. Par exemple, au Parc nature de l'île de la Visitation, il y a la thématique du compteur. Donc, c'est les 2 samedis soirs de la semaine de relâche, le 27 février et le 5 mars. Donc, un compteur autour du feu. Et puis, c'est le même type de randonnée autonome qu'on offre aussi au Parc nature du Bois de Liesse. Donc, on peut aussi faire une activité en soirée à cet endroit-là. Parc nature de Pointe-aux-Prairies aussi, un autre type de promenade sur les étoiles qui présente aussi le même type d'activité et cette fois-ci avec un naturaliste ou également, ce qu'on va retrouver aussi, c'est pas un compteur, mais un chansonnier. Pour une des 2 soirées, il faut vérifier c'est laquelle soirée là, où il présente le 27 ou le 5 mars. C'est à voir. Donc, pour le Parc nature du Bois de l'Île Bizarre et aussi le Parc nature du Cap-Saint-Jacques qui va présenter le 27 février à sa cabane à sucre, parce qu'on a la chance d'avoir une cabane à sucre, Parc nature du Cap-Saint-Jacques, donc une promenade sucrée. Les gens qui vont faire la balade en forêt peuvent terminer leur balade à la cabane à sucre et sucrer le bec avec une crêpe, chocolat chaud, tir d'érable. Un petit avant-goût de la saison des sucres qui viendra par la suite. Est-ce que d'ailleurs cette cabane à sucre-là est opérationnelle durant la saison des sucres? Elle est opérationnelle durant la saison des sucres. Donc, oui, c'est sûr, c'est pas à large portée, mais le public peut venir pendant toutes ces périodes-là. Donc, est à temps plein pendant toute la semaine de relâche. Le public peut venir le jour
Il y a des promenades en carriole qui s'offrent. Donc, soupe au pois, des crêpes, tir sur la neige. Le menu traditionnel. Le menu traditionnel, oui, c'est ça, plus petite échelle, mais c'est une belle opportunité, sans sortir de l'île de Montréal, d'aller à une cabane à sucre à Montréal. C'est le moment. Ce qu'on va retrouver aussi, il y a une course MEC qui va être présentée aussi au Parc Nature du Bois-de-Liesse. Qu'est-ce que c'est? C'est le Mountain Equipment Coop de d'accord, Montréal. de la coopérative Oui, de c'est ça. magasins de Donc, sport. qui offre sa première course de l'année, donc sa course hivernale au Bois-de-Liesse, avec soit 1, 5 ou 10 km. Donc, c'est un trajet dans nos sentiers de marche, dans nos sentiers de raquettes également. Il y a possibilité aussi de faire du ski de fond dans certains parcs nature? Oui. Dans tous les parcs nature, on a la chance d'avoir des... Pas tous les parcs nature, c'est-à-dire les 5 parcs nature dont je vous parlais au début. Qui ont des installations. Qui ont des installations. publics. On a effectivement des sentiers tracés, donc plusieurs kilomètres de sentiers glacés, pas glacés, mais tracés. Aussi des sentiers de marche et des sentiers de raquettes. Il y a aussi des buttes de glissade dans la plupart de nos parcs nature aménagés. Et toutes ces activités-là sont gratuites. L'accès à nos pistes de ski de fond, à nos pistes de raquettes et de marche, aux glissades, tout est gratuit. Le stationnement est payant, mais les pistes sont gratuites. Et pour ceux qui n'ont pas l'équipement de plein air, soit l'équipement de raquettes ou de glisse ou bien de ski de fond. Est-ce qu'il y a un service de location? Oui, il y a un service de location dans nos 5 parcs nature qui offrent des chalets d'accueil et c'est notre partenaire GAP qui s'occupe de la location. Donc, c'est une autre belle opportunité de profiter des activités de plein air, même si on n'a pas l'équipement qu'il faut on a sur place ce qu'il faut pour aller s'amuser en plein air. Et une façon aussi de pouvoir profiter de l'hiver et du plein air si on n'a pas de véhicule ou on n'a pas la capacité de sortir à l'extérieur de la ville. C'est ça, tout à fait, parce que la majorité de nos parcs nature sont accessibles en transport en commun, certains plus facilement que d'autres, mais donc c'est une opportunité pour ceux qui n'ont pas le véhicule, mais d'aller faire du plein air. Alors, le site Internet donc des Parcs Nature apparaît présentement au bas de l'écran. Oui. Madame Josée Tremblay, agente de développement au service des grands parcs de la Ville de Montréal, merci d'avoir été là. Parfait, merci beaucoup. Et à la prochaine. Et à la prochaine. Le réseau des Parcs Nature de l'île de Montréal comprend les parcs suivants. Le Parc Nature du Cap-Saint-Jacques, du Bois de l'île Bizarre, du Bois de Liesse, de l'île de la Visitation, de la Pointe-aux-Prairies, de l'Anse-à-l'Orme, du Bois de Saraguet, du Bois d'Anjou et du Bois de la Roche. Comme à chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait d'une des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal tout au long de l'histoire de la ville. Et aujourd'hui, nous vous présentons un maire au parcours tumultueux. Homme d'affaires respecté, brillant avocat, puis finalement premier ministre du Canada. Mais il a été aussi un des acteurs de premier plan du plus grand scandale politique du 19e siècle, et son administration municipale a souvent eu des soupçons de corruption qui ont plané sur elle. Voici le portrait du 19e maire de Montréal, John Abbott. Né en mars 1821 à Saint-André-d'Argenteuil, près de la Chute, John Caldwell Abbott était le fils d'un révérend anglican. Durant sa jeunesse, il suivit son père qui effectuait des missions d'évangélisation un peu partout au Bas-Canada. Après avoir travaillé durant 5 ans dans divers commerces, il fait son entrée au McGill College, fut admis au barreau en 1847, puis obtient un baccalauréat en droit civil en 1854. Dès l'année suivante, il fut nommé doyen de la faculté de droit de McGill, un poste qu'il occupa pendant 25 ans. Son cabinet d'avocats devint l'un des plus importants au pays, en ayant comme clients la Banque de Montréal, la Compagnie de la baie d'Hudson, Bell et la Standard Life. Il ouvrit aussi une succursale en Ontario afin de favoriser les relations entre les milieux d'affaires de Toronto et de Montréal. Devant le tribunal, il défenda des agents confédérés qui, à partir du Québec, avaient lancé un raid contre la ville de Saint-Alban, au Vermont, durant la guerre de sécession américaine. Il réussit à les faire acquitter par un juge sous prétexte qu'ils n'étaient pas des criminels, mais des belligérants. Ce procès a presque failli déclencher un conflit armé entre le Canada et les États-Unis. En affaires, il fit fortune en investissant dans plusieurs compagnies de chemin de fer. Son aisance financière lui permit d'acheter un grand domaine rural de 300 acres situé à l'extrême ouest de l'île de Montréal. Cette propriété, appelée Senneville, puis Boisbriand, a accueilli le premier troupeau de vaches de Guernesey à arriver au Canada. Sa carrière politique débuta lorsqu'il fut élu député d'Argenteuil à l'Assemblée législative du Canada uni en 1860. Devenu député à la Chambre des communes en 1867 lors de la création de la Fédération canadienne, il y siégea jusqu'en 1874, alors qu'un important scandale politique, le scandale du Pacifique, entacha sa réputation.
John Abbott avait été aux premières loges des malversations de l'entourage de Georges-Étienne Cartier pour s'assurer de l'attribution d'un contrat du gouvernement pour la construction du chemin de fer qui mènerait au Pacifique. Les documents qui ont fait tomber le gouvernement ont été volés dans le bureau d'Abbott par un de ses hommes de confiance. De plus, il aurait donné son avis au premier ministre John A. Macdonald sur les hommes qui devaient siéger sur la commission d'enquête sur cette affaire. Il aurait aussi indiqué les documents à détruire pour éliminer des preuves et tenté de subordonner un témoin pour discréditer les accusateurs. Malgré ses actes très discutables, il fit un retour en politique après quelques années de purgatoire, puis fut élu maire de Montréal en 1887. Durant son passage à l'Hôtel de Ville, il a milité en faveur de la construction de l'hôpital Royal Victoria sur le flanc du Mont-Royal. Plusieurs groupes de défenseurs de la nature avaient, à l'époque, décrié cette initiative. Il a aussi plaidé pour l'instauration du scrutin secret lors des élections municipales. C'est finalement en 1889 que, pour la première fois, les électeurs pourront garder secret leur vote au niveau municipal. Son administration a aussi été soupçonnée de corruption. Une enquête publique n'a pu lever ses doutes, étant donné qu'il avait lui-même présidé la commission d'enquête sur son administration. Pendant son mandat, il fut nommé sénateur, puis joigna au cabinet de John A. Macdonald en tant que ministre sans portefeuille. Il quitta la politique municipale en 1888. Lors du décès de Macdonald, il accepta à contre-cœur les demandes d'un parti conservateur divisé et prit la direction du gouvernement. Cela a fait de lui le premier premier ministre à être né sur le sol canadien. Il restera en fonction jusqu'en décembre 1892, alors que des problèmes de santé l'obligeront à quitter la vie politique. Il mourut quelques mois plus tard, à l'âge de 72 ans, puis fut enterré au cimetière du Mont-Royal. En 1971, un cégep anglophone de l'ouest de l'île de Montréal a été nommé en l'honneur de John Abbott sur le campus McDonald de l'Université McGill, non loin de son domaine de Senneville. Et depuis 1998, la rue John Abbott lui rend hommage dans Hochelaga-Maisonneuve. 3 amis ont collaboré pour publier un livre jeunesse dont l'histoire se déroule dans Verdun. Et plutôt que d'être illustré par des dessins, l'ouvrage est agrémenté de photographies prises dans l'arrondissement. Et pour découvrir cet ouvrage intitulé « L'enquête secrète de la ruelle », nous accueillons en studio 2 des 3 auteurs, Julie Durocher et Jean-François Sénéchal. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Merci. Racontez-nous d'où vous est venue l'idée d'écrire une histoire comme celle-là, dont l'action est campée à Verdun. Bien, en fait, ça fait longtemps que j'avais envie, en tant que photographe, de faire un projet un petit peu plus profond que juste faire des portraits pour des magazines ou pour des gens. J'adore ça, mais j'avais envie de faire un projet un petit peu plus long. Alors, j'ai des enfants, je me suis dit, ça serait bien un album jeunesse, photo, ça n'existe pas vraiment, c'est surtout des illustrations. Alors, c'est ça, j'ai lancé l'idée comme ça, Jean-François, dans une fête du jour de l'an. Il a dit, ouais, c'est intéressant. Alors là, j'ai approché des enfants, dont les miens, d'autres enfants que je trouvais intéressants, des visages dans le quartier que je trouvais spéciaux, qui étaient originaux. Donc, je suis allée voir ces gens-là, des gens que je connaissais peu. Est-ce que ça a été facile de les convaincre? Bien, je les connaissais parce qu'on avait fait des projets communautaires de ruelles vertes ensemble. Mais je leur disais, écoutez, j'aimerais ça faire un livre photo pour enfants, vous seriez dedans. Mais j'ai aucune idée c'est quoi l'histoire, puis mais ça vous prendrait 1 ou 2 journées de votre temps. Donc, la plupart ont accepté. Il y en a qui ça leur tentait moins, qui étaient gênés. Donc là, je les ai pris en photo. J'ai pris les lieux aussi où je voulais que ça se passe, parce que là, Jean-François, s'il m'écrit une histoire sur la Lune, c'est un peu compliqué. Mm-hmm. Donc, j'ai fait un scrapbook. Jean-François a pris le scrapbook, puis lui a choisi des personnages, puis... Ouais. Et comment, de votre côté, l'histoire a été élaborée? À partir des visages, des lieux, et puis évidemment de l'imagination, qui est essentielle. Moi, c'était mon premier album. Habituellement, j'écris plus des romans. Donc, c'était un défi. Des romans jeunesse? Des romans jeunesse, essentiellement, oui. Puis c'était un beau défi quand même parce que habituellement, l'illustration, je dis pas, c'est un autre type de défi, mais la photo, on a des contraintes très réelles. On peut pas partir dans une imaginaire de façon totale. Là. On a des contraintes là, physiques là, avec les personnages, avec les lieux. Mais il y a quand même des mises en scène élaborées qu'on voit à l'intérieur du livre. Hein? Oui, alors ça a été de trouver finalement justement des mises en situation, des situations qui étaient possibles, qu'on pouvait finalement imager, représenter en photo. C'était ça sans doute un des plus grands défis. Et pourquoi Verdun?
Ben Verdun, parce que moi, j'habite à Verdun, donc il y avait un côté... il y avait la facilité. Puis aussi, ben j'adore mon quartier. Moi, je travaille à la maison, je suis photographe, j'ai mon studio chez moi, donc je suis beaucoup dans le quartier. Puis je trouvais que c'était un quartier qui était riche au niveau des lieux, des ruelles, des petits dépanneurs, des commerces qu'on pouvait mettre dans le livre, le bord du fleuve, qui est une super belle richesse à Montréal, puis qu'on exploite peu ou que les gens... en tout cas, nous, on en profite beaucoup dans notre quartier. Donc ça, j'avais envie de montrer ça. J'avais envie de montrer un quartier défavorisé, mais oui, c'est un quartier défavorisé, mais très vivant, très dynamique. Dans lequel il y a un certain embourgeoisement, entre autres sur la rue Wellington depuis quelques années. Tout à fait. Puis j'avais envie de montrer aussi l'esprit de communauté qu'il y avait dans ce quartier-là. Donc, c'est ça, on s'est dit Verdun, c'était parfait. Comme lieu photographique. Voilà. Et vous n'êtes pas que deux, je le disais d'entrée de jeu. Il y a une troisième personne aussi qui a travaillé avec vous, Alexandre Lantier. Quel a été son rôle? Bien, Alexandre, en fait, parce que Jean-François est parti avec le scrapbook, a écrit l'histoire. Ensuite, on s'est retrouvés les trois. Et puis là, c'est là que le travail de création a commencé vraiment. Bon, qu'est-ce qu'on image? Est-ce que c'est cette dans un paragraphe, est-ce qu'on choisit d'illustrer ça? Qu'est-ce qu'on illustre? Comment on l'illustre? Puis Alexandre, c'était tout le côté visuel. Bon, l'arbre, OK, ça pourrait être intéressant. On pourrait trouver un arbre bateau, puis on pourrait le décorer, puis le repère secret. Donc, lui, c'était le côté visuel, les idées, ce qu'on pouvait voir à la caméra. C'est sûr que c'est un travail d'équipe aussi, mais lui, c'était surtout ça, sa force. Et est-ce que les photographies, donc tout ce qu'on voit dans le livre, ce sont des choses qui existaient pour vrai? Il n'y a pas de Photoshop là-dedans, à part des retouches photos. Je veux dire, lorsqu'on voit le bateau pirate dans l'arbre, dans le fond, c'est vraiment, ça a été fait pour de vrai. C'est pas des effets spéciaux. Non, pas du tout. Non, c'est des décors qui ont été faits pour l'occasion. Oui. Est-ce que vous avez eu de la difficulté, que ce soit avec les intempéries, avec les autorisations pour être dans les différents lieux? Pas vraiment, non. C'est un défi comme technique dans le sens où il faut le faire, puis surtout quand les enfants sont là, c'est sûr qu'ils interagissent avec les décors, c'est sûr que ça... Est-ce que parfois il faut faire un peu de discipline pour les ramener sur l'objectif? Un peu. Mais Julie est très bonne avec les enfants dans ce cadre-là, quand on est rendu à la photo, c'était très agréable. Mais c'était la partie difficile, par exemple. De diriger des enfants, comme par exemple pour le bateau. Amélie, qui a beaucoup contribué au décor, tout ça, qui a fait le filet avec les poissons, le bateau de pirate, de tout monter le décor de l'arbre. Ça nous a pris à peu près 2 heures, mais les enfants étaient autour, là, ça jouait, il y a le bord de l'eau, bon, c'est pas creux là, mais il fallait les diriger, les encadrer, puis après, il faut surtout qu'ils soient crédibles à la caméra. Là, l'enfant est fâché, mais je peux pas juste dire « Éloi, t'es fâché ». Là, faut presque que je le provoque pour avoir une émotion parce qu'ils sont petits. Donc, la partie avec les enfants, c'était ça le principal défi du livre. Et avec les adultes, comment ça s'est passé? Plus facile, hein? On était en vacances. Ouais. Ben, les adultes étaient tous intimidés parce qu'ils font jamais ça. C'était quelque chose de nouveau, mais on les dirigeait, puis ça se passait bien. Puis de toute façon, si ça marche pas, on recommence, puis on essaie différentes choses, et on trouvait ça rigolo. Qu'est-ce que ça raconte, l'enquête secrète de la ruelle? Bon. En fait, c'est... Sans nous vendre tous les punchs du livre, évidemment, là. Qu'est-ce que ça raconte? Ce sont des enfants, 4 enfants, ils sont 3 au début. Lily Lafouine qui se joint éventuellement aux 3 garçons. Mais donc, des enfants qui sont inquiétés ou en tout cas qui se posent des questions sur la disparition d'un voisin. Un voisin... qui est un petit peu leur bouc émissaire, il aime bien lui faire des coups une fois de temps en temps, et puis voilà, qu'il est disparu depuis une semaine, les enfants se mettent à sa recherche. Et ils se mettent aussi à la recherche de suspects. Alors, peut-être que finalement, ça serait un acte criminel en quelque sorte. Peut-être que quelqu'un lui en voulait. Alors, dans le quartier, ils croisent un après l'autre des gens du quartier finalement, et puis... Qui sont chacun d'entre eux des personnages. Des personnages. Et qu'ils imaginent, finalement. Ils imaginent
finalement une raison que cette personne-là aurait eu d'enlever. Il y a différentes hypothèses, finalement, là, pour expliquer la disparition de Monsieur Lagacé. D'accord. Et à la fin, bon, non, peut-être qu'on pourrait... Non, on ne garder dira la fin, pas, hein? mais Ouais. est-ce que ça se termine bien? Ça se termine très bien. Bon, merveilleux. Ça se termine très Merveilleux. bien, oui. Si on veut acheter ce livre-là, il est disponible à quel endroit? Parce que ça a été publié à compte d'auteur. Oui. Donc, c'est pas une grande maison d'édition. Ouais, là. par choix. Oui. Voilà. Par choix. Par Pourquoi? choix. Vas-y. Bien, en fait, si on avait été seulement les auteurs, puis on avait approché une maison d'édition, c'est sûr que c'est vraiment pas payant. On touche 10 des droits d'auteur. Puis, une production comme ça coûte très cher. Tout le temps qu'on a mis, on se disait, en fait, si on va en refaire d'autres, on est mieux de le produire nous-mêmes, puis de tout faire pour que ça fonctionne, pour pouvoir en faire une série au lieu de donner ça. Donc, vous y avez pris goût. Vous aimeriez en faire Oui, d'autres. oui, tout à fait. Oui, c'est le début. Dans d'autres quartiers de Montréal? Peut-être éventuellement, mais là, le prochain projet, ça serait plus en région. À l'extérieur? Ouais, en OK. région, quelque part dans le Québec. D'accord. Si on veut donc se procurer ce livre-là, il est disponible où? Dans tout le réseau des librairies indépendantes du Québec, il est chez Renaud-Bré, dans les gros Renaud-Bré, Archambault, Centre-Ville. En fait, on peut aller voir sur le site des libraires.ca. Donc, leslibraires.ca. Ouais, leslibraires.ca, puis... Il est Ouais. facilement... on le trouve très facilement. Voilà, et on peut aussi l'acheter en ligne, j'imagine, aussi. dans sur Tout à fait. certains sites Ouais. transactionnels. Alors, Julie Durocher, Jean-François Sénéchal, merci d'être venu à l'émission et félicitations. Et on suivra la sortie peut-être un deuxième album comme celui-là. Bien, merci. Merci. beaucoup. Restez avec nous, on se revoit tout de suite après la pause avec notre coup de chapeau de la semaine. De retour au bulletin, on termine cette émission avec notre coup de chapeau de la semaine. Suite à la disparition de son enfant, Christiane Sirois a fondé un organisme, les Amis de Sébastien Métivier. Et cet organisme a comme objectif d'apporter de l'aide aux familles et aux proches d'enfants disparus. Et elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son organisme. Christiane Sirois, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci de me recevoir. Expliquez-nous dans un premier temps ce qui vous a amené à créer cet organisme, les Amis de Sébastien Métivier. Parce qu'en tant que famille proche de disparus, on ne trouvait pas notre place. C'est sûr que tout ce qu'on veut, c'est qu'on trouve notre enfant. Il y a des organismes qui s'occupent de ça, sauf que le parent, les frères, les sœurs sont oubliés. Ils ne sont pas reconnus par le système. Moi, je ne suis pas une victime. D'après IVAC, c'est pas moi la victime, c'est mon fils. Donc, l'indemnisation des victimes d'actes criminels, vous n'êtes pas une victime de la disparition de votre enfant. C'est ça? Donc, vous n'avez pas droit aux indemnités ou à l'aide ou au support psychologique. J'ai rien de ça. OK. J'ai le droit à rien de ça. Puis moi, lorsqu'on m'a déclaré ça, j'ai dit, une madame qui se fait voler sa sacoche sur la rue, victime d'un acte criminel. Là, ils m'ont dit, bien sûr, mais c'est pas elle qui s'est fait voler, c'est sa sacoche. Donc, j'avais trouvé que c'était ridicule. J'ai voulu leur montrer, c'est comme ça, vous me parlez. Donc, puis de plus elle, le IVAC, quand il retrouve un enfant décédé, il donne 2500 $ pour l'enterrer. Je ne sais pas si vous savez comment ça coûte enterrer quelqu'un. Qui est la plus cher prestation que de ça. base, si je ne m'abuse, de la Régie des rentes pour une personne Oui. décédée. Là. Oui. Donc, en faisant le tour de toutes ces émotions assez violentes, j'ai fait la démarche d'aller au repos Saint-François d'Assise leur demandant s'ils pouvaient donner un terrain pour les enfants disparus retrouvés décédés, que les parents n'ont pas le sou nécessaire. Parce qu'une fosse commune, savez-vous que 10 ans après, ils nettoient la fosse commune, donc il n'y a plus de traces, du défunt. Donc, C'est important pour les parents, pour être capables de faire leur deuil, justement, d'avoir un lieu pour aller se recueillir tout à fait. sur à la fait. tombe de leur enfant. Sur notre pamphlet, vous voyez le monument, puis le repos Saint-François d'Assise a répondu positivement. On a déjà des enfants qui sont là. On reviendra un peu plus tard à justement ce monument-là, puis la contribution du cimetière. Je veux savoir quel type de service ou quel type d'aide vous offrez
aux familles d'enfants disparus? Nous, ce qu'on veut, on travaille fort pour ça, c'est la reconnaissance en tant que victime, la visibilité aux parents, parce que dans le fond, on les voit pas. Il y a peu de gens qui voient les parents d'enfants disparus. Donc, on travaille très fort pour essayer d'avoir un local, pour avoir un point de repère pour ces gens-là, pour qu'ils puissent se rassembler, se réunir. Un lieu de rencontre, de partage, Et voilà. d'échange. Et voilà. Puis, le 25 mai, on fait des événements pour les enfants. C'est la Journée internationale des enfants disparus. Dans Hochelaga, on fait un événement. Le 1er novembre aussi. Donc, on essaie de combler les besoins des parents. On n'y arrive pas à 100 %. On a juste 2 ans d'existence, mais on y va tranquillement, pas vite. On a un arbre commémoratif au Parc Morgan en souvenir de Sébastien et Wilton Lubin, et on travaille présentement avec la députée de notre quartier via l'église Très-Saint-Nom de Jésus, qui a une traverse entre l'église et l'école, parce que Sébastien et Wilton allaient à l'école Très-Saint-Nom de Jésus. On va préciser à nos téléspectateurs, donc, Wilton Lubin, qui est-il? C'était le compagnon qui était avec Sébastien. Parce que le 1er novembre, 3 enfants sont disparus. À 2 heures de l'après-midi, dans le centre-sud, le petit Maurice Vien, qui avait 4 ans. Puis, en soirée, entre 7h et 8h, Sébastien Métivier, mon fils, et Wilton Lubin. À la sortie d'un cours de bricolage. Donc, Qui étaient des amis, c'était des gens qui se connaissaient? Compagnons. Des compagnons. Juste des compagnons. OK, d'accord. Wilton avait 12 ans. OK. Sébastien avait 8 ans. Ah, OK, Fait d'accord. qu'il n'avait pas le droit de jouer avec des plus vieux que lui. Ah, OK, d'accord. Mais bon, c'est arrivé au même moment, dans le fond. Oui, parce qu'ils sont sortis en même temps. OK. C'était notre voisin, en plus. Il demeurait au 1445, puis nous au 1415. Fait qu'ils faisaient le chemin du retour ensemble, de l'église à la maison. Donc, et l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a planté un arbre, donc en hommage à votre fils et à Wilton Lubin. Oui. Et c'est un geste qui est important pour vous, cette reconnaissance-là de l'arrondissement? Je trouve ça... Bien, on l'a demandé. Oui. Ah, OK. Donc, c'était à votre demande, tout ça, que ça s'est fait. Oui. OK. Je trouve que c'est important parce que ces enfants-là sont trop vite oubliés, les parents aussi. Napoléon Bonaparte, on en parle, ça fait très longtemps. Sébastien et Wilton ont vécu, puis ils ont été comme oubliés. On tourne la page. Moi, je veux pas. Moi, je veux que ils sont pas disparus pour rien. Ils n'ont pas souffert en vain. Alors, faut faire du positif avec ça. Donc, si c'est arrivé, on a découvert plein de lacunes dans notre système, faut corriger. Qu'est-ce qu'il faudrait corriger? Vous avez mentionné tantôt qu'il faudrait que l'IVAC vous reconnaisse comme étant, reconnaisse les parents et les proches d'un enfant disparu comme étant des gens victimes d'un acte criminel. Je l'espère. Donc, d'avoir droit à l'aide psychologique, au support psychologique, à l'aide aussi financière qu'il peut y avoir autour de ça, parce que quand un événement comme celui-là arrive, bien, fort probablement qu'on a besoin de prendre une pause du travail, avec ne serait-ce que ce soit pour les recherches ou pour être capable de passer au travers de cette épreuve-là terrible. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que vous demandez au gouvernement dans vos revendications? Tout à fait. J'aimerais avoir un escouade spécial jeunesse pour les enfants disparus, mais pas juste pour les enfants disparus, pour les disparus, autant adultes qu'enfants. Donc une escouade policière, que ce soit de la SQ ou de la Police de Montréal, spécialisée dans les recherches de personnes disparues. Oui, OK. parce que présentement, c'est les crimes majeurs qui ont le dossier de Sébastien et des autres enfants disparus. Puis je ne sais pas si vous savez, les crimes majeurs, comment ça fonctionne. Je sais pas. Lorsqu'il y a un assassinat à Montréal, ils vont directement sur les lieux de l'assassinat. Qu'est-ce qui arrive avec le dossier de Sébastien? On le met sur ses tablettes? Donc, d'avoir des gens au-delà de l'escouade qui est spécialisée, donc qui a les techniques pour démarrer les recherches plus rapidement, essayer autant que possible de les retrouver, d'avoir des gens qui vont s'y consacrer et de ne pas se retrouver avec des dossiers qui vont toujours être en dessous de la pile parce que il y a d'autres cas peut-être plus urgents, disons ça comme ça. C'est ça qu'on nous dit. Oui. Nos dossiers, c'est des cold cases. Donc, et ça fait combien de temps que votre fils est disparu? 31 ans. 31 ans. Il y a le repos Saint-François d'Assise qui vous a offert un lot où on voit l'épitaphe de votre fils. Et il y a
une section de ce monument-là qui est disponible pour les parents d'enfants ou les proches d'enfants disparus pour qu'ils puissent enterrer leur enfant, c'est ça? Oui. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont bénéficié de ce service-là. Bien, le petit Pascal Poulain, qui a disparu dans le quartier ici, je crois. Maurice Vien, qui était dans une fosse commune, mais on a mis quand même son homologie sur la pierre tombale. Il y a la petite Gabrielle qui s'est fait assassiner l'an dernier par... elle a vécu des menaces. C'est son petit ami de cœur qui l'a assassiné. Donc, oui, on fait de la place pour ces gens-là. On a 10 places. Puis, quand vous voyez dans le monument... On le voit d'ailleurs à l'écran, il y a une espèce de vague qui sépare les deux sections, disons ça comme ça. Oui, c'est pour rappeler la coupure dans le temps. Une symbolique forte à propos. En terminant, 2 choses. Vous avez été décoré de la médaille de l'Assemblée nationale qui vous a été offerte par la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, Carole Poirier. C'est un coup de chapeau qui vous a fait du bien, qui vous a fait plaisir? Bien, oui, parce qu'on est pas mal seul dans ce qu'on fait. Puis, on travaille fort. Ça semble rien, mais le dossier du cimetière m'a pris 1 an quand même de mon temps. Hein. Puis, on a souvent le goût d'abandonner parce que on a le désespoir qui n'est pas loin, parce qu'on se dit, pas de ressources, mon Dieu, qu'est-ce que je fais qui n'est pas correct? Est-ce que j'ai mal verbalisé mes besoins? On remet toutes les responsabilités sur nous. Puis alors que la machine, c'est long avant qu'elle bouge, la machine gouvernementale. Oui, je peux vous le dire. Et donc, la médaille, c'est comme une petite tape dans le dos qui continue, lâche pas. Et si nos téléspectateurs veulent donner un coup de main à votre fondation, que ce soit, j'imagine, bon, évidemment, les dons en argent, est-ce que vous acceptez aussi d'autres types de supports, que ce soit de l'aide, bénévolat, etc.? Oui, tout à fait. On a besoin de bénévolat. Nous, on cherche un local. Puis, je ne sais pas si vous savez, en 2016, c'est très difficile parce qu'on n'a pas de subvention. Le pied carré est dispendieux dans l'immobilier. Oui. C'est de l'or à Montréal. Donc, c'est ça. Vous avez sur notre pamphlet les coordonnées, le numéro de téléphone, la page Facebook. Voilà. Donc le site Internet, on voit l'adresse d'ailleurs en bas de l'écran. Et de là, vous me disiez tantôt, on peut accéder à la page Facebook, là, donc consacrée à votre organisme. Donc, Christiane Sirois, donc fondatrice de l'organisme Les Amis de Sébastien Métivier, merci d'avoir été là. Félicitations pour ce que vous faites et c'est à vous qu'on donne notre coup de chapeau cette semaine. Merci. Merci. Pour revoir cette entrevue et près de 200 autres, visitez la page de l'émission sur YouTube. Aussi, devenez fan de l'émission en visitant notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre TCF sur Facebook et Twitter. Alors, c'est tout pour cette semaine. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur la production du bulletin. Jason Paré à la recherche, Cindy Pellerin au maquillage, Guillaume G. Pilote, caméra et montage, Laërcio Bastos à la réalisation. Alors, au nom de toute l'équipe, ici Louis-Martin McArdle, merci d'avoir été là et on se revoit dans ces jours pour un nouveau bulletin. À la semaine prochaine.